Avant de sauter tout de suite dans les éléments finis en vibration, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un pas de recul puis qu'on fasse un peu de révision sur les principes de base en vibration. Donc, prenons une petite vingtaine de minutes pour réviser les concepts de vibration. Donc, revenons à la base. Système masse-ressort-amortisseur. Donc, masse-ressort-amortisseur. À un seul degré de liberté, on a une masse qui peut juste osciller de haut en bas. Donc, quelle équation différentielle vient gouverner ce système-là? C'est celle-ci. Donc, on a la masse fois l'accélération plus l'amortissement fois la vitesse plus la rigidité fois le déplacement, qui est égal à la force externe qui, elle, dépend du temps. Simplifions encore un peu plus les choses pour commencer. Pas d'amortissement, pas de force externe. On a système masse-ressort. Donc, notre système masse-ressort, on peut venir le réexprimer comme ça ici. On a le déplacement point-point, donc l'accélération plus oméga n au carré fois le déplacement qui est égal à 0, où oméga n, c'est la racine carrée de la rigidité sur la masse de notre système masse-ressort. Et puis oméga n, dans le fond, c'est la fréquence naturelle de notre système masse-ressort. Donc, la solution à cette équation différentielle-là va avoir la forme d'un sinus et d'un cosinus. Donc, on va avoir une constante fois sinus oméga t plus une autre constante fois cosinus oméga n de t. Et de façon complètement équivalente à cette forme-là, on peut réécrire ça sous la forme d'une autre constante, C3, fois sinus oméga n de t plus phi, où phi, c'est un déphasage. Donc ici, les valeurs C3 et phi, ou C1, C2, dans le fond, on va les trouver à l'aide des conditions initiales de notre problème, en particulier qu'on veut venir résoudre. Donc, notre fréquence naturelle, oméga n, elle est en radians par seconde lorsqu'on va venir résoudre ici, lorsqu'on travaille avec des kilos pour la masse et puis des newtons par mètre pour la rigidité. Si on veut la convertir en hertz, ben, il faut tout simplement la diviser par 2π. Donc, on y va pas à pas. On a solutionné la réponse libre de notre système masse-ressort. Venons maintenant considérer la réponse harmonique, donc la réponse forcée de notre système masse-ressort, rajoutant une force externe F0 cosinus de oméga t. Donc, notre équation différentielle devient la suivante. Et ce qu'on va se rendre compte, en fait, c'est que la solution de cette équation différentielle-là, ça va être la combinaison de deux choses. Ça va être une solution générale qu'on obtient en imposant que la force est nulle. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée dans le transparent précédent. C'était en fait la solution générale. Et puis, on va venir lui ajouter la solution particulière. La solution particulière, c'est celle où on vient considérer uniquement l'effort externe. Donc, la solution particulière, on va la trouver comment? Parce qu'on va dire qu'on a une constante fois une forme en cosinus oméga t. Et si on vient substituer ça dans notre équation différentielle, puis on vient résoudre, on va trouver en fait que cette constante-là, elle est cette forme-là. Ça va être un F0 sur K moins M oméga carré. Et donc ça, c'est notre solution particulière qui, dans le fond, répond, c'est la réponse de notre système masse-ressort à l'excitation en cosinus oméga t. Donc la solution complète de cette équation différentielle-là, c'est notre solution générale plus notre solution particulière. Donc, la solution générale, c'était C3 sinus de oméga n de t plus phi. Et puis, notre solution particulière ici qu'on vient de voir. Donc, première chose qu'on peut se poser comme question en voyant ça ici, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque notre solution, notre forçage à une fréquence oméga, ben, va être le même que la fréquence naturelle oméga n. Mais dans le fond, si on vient remplacer oméga par oméga n ici, sachant que oméga n, c'est la racine carrée de k sur m, ce qu'on voit en fait, c'est que le dénominateur de notre solution particulière tend vers 0. Donc, si le dénominateur tend vers 0, ça veut dire que ce truc-là explose. Et donc, c'est la résonance. Notre solution va vers l'infini. Et donc, on a une singularité.
Donc, pourquoi on a une singularité mathématique? Ben, c'est qu'on n'a pas considéré toute la physique. En fait, on n'a pas considéré aucun amortissement ici. Et donc, je vous propose qu'on vienne considérer justement l'amortissement dans notre système à 1 degré de liberté. Donc, notre équation prend maintenant un terme de plus. On va encore une fois commencer par le cas où on n'a pas de force externe. On est égal à 0. Donc, on vient considérer l'amortissement C, fois la vitesse ici. Donc, la solution à cette équation différentielle-là, ça va être une forme exponentielle. Donc, une exponentielle de ST, où S, ça va être la fréquence complexe de notre système ici, avec une certaine constante à venir évaluer. Donc, si on prend cette solution-là, puis qu'on la substitue dans notre équation différentielle, on dérive 2 fois, dérive 1 fois, on la met direct ici, on se retrouve que tout va être proportionnel à notre constante fois notre exponentielle en ST. Donc, ça, on peut le mettre en évidence. Puis, comme c'est égal à 0 ici, donc on a quelque chose d'égal à 0, notre exponentielle n'est pas toujours égale à 0 ou pas nécessairement égale à 0. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse qui doit être égal à 0 pour qu'on ait une solution non triviale. On va venir chercher les racines de cette équation-là ici. Donc, les racines ici de ça, c'est un polynôme de degré 2 en S. Donc, c'est notre bonne vieille équation, moins B plus ou moins racine de B moins 4AC sur 2A. Donc, lorsqu'on vient le détailler tout ça de nos fréquences complexes, on obtient cette équation-là ici. Donc, on voit qu'on a deux solutions, selon qu'on prend le plus ou le moins ici dans notre équation. Et donc, on a une valeur de S1, une valeur de S2. Donc, notre solution du déplacement, U de t, ça va être une constante fois une exponentielle S1 de t plus une autre constante fois une exponentielle S2 de t. Donc, la première chose qu'on peut voir de cette fréquence complexe-là, c'est qu'on a une racine carrée ici. Et puis, selon que ce qu'on a dans la racine carrée va être positif ou négatif, on va avoir soit du réel ou de l'imaginaire, parce qu'on a la racine carrée. Donc, ce qu'on va venir dire, c'est qu'on va considérer le cas où ce qu'il y a sous la racine carrée est égal à 0. Et puis ça, on va dire que c'est le cas critique, donc c'est l'amortissement critique. Donc, on vient prendre ce qu'il y a sous la racine carrée, et puis on va dire que c'est égal à 0. Et puis, donc, la valeur d'amortissement qui fait en sorte que ça, c'est égal à 0, on va appeler ça CC pour l'amortissement critique. Et donc, ça va être égal à 0 dans le cas où l'amortissement va être 2m fois la fréquence naturelle non amortie, donc oméga n. Et à partir de cet amortissement critique-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire notre facteur d'amortissement zeta, qui est le rapport entre l'amortissement qu'on a dans le système qu'on considère par rapport à son amortissement critique. Et donc, lorsqu'on vient remplacer notre amortissement par zeta ici dans nos fréquences complexes, on en arrive à cette forme-là très propre, proportionnelle à oméga n, qui est la fréquence non amortie de notre système, et zeta, qui est notre facteur d'amortissement. Donc, la solution ici, donc les fréquences complexes qu'on va obtenir, les fréquences de notre système vont être différentes selon 3 cas particuliers de notre facteur d'amortissement. Donc, premier cas, si on prend que zeta est plus grand que 1, si zeta est plus grand que 1, ce qui est à l'intérieur de notre racine carrée va être positif. Donc, nos fréquences de notre système vont être purement réelles et distinctes. Donc, nos valeurs propres vont être purement réelles et distinctes. Donc, on va avoir S1 et S2. Et donc, notre solution va avoir cette forme-là. On va avoir C1 fois une exponentielle S1 de t plus C2 fois une exponentielle S2 de t, où S1 et S2 sont des valeurs réelles et négatives. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on vient déplacer notre système masse-ressort-amortisseur, il va tout doucement retourner à sa position d'équilibre, de façon monotone, sans aucune vibration. Donc, c'est le cas, en fait, de
c'est le cas dynamique de suramortissement. Le deuxième cas, où là, on va avoir zeta est égal à 1. Donc là, on va être pile poil sur l'amortissement critique. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qu'il y a sous la racine carrée va être égal à 0. Et donc là, on n'aura plus qu'une seule valeur de S. Donc, ce qu'on va dire, c'est que nos valeurs propres vont être réelles et répétées. Hein, parce que les deux vont être égales à moins 1 fois oméga n. Donc, la solution à ça, ça va être de prendre C1 fois notre exponentielle de ST plus C2 fois T fois l'exponentielle de ST. Et donc, ça ressemble beaucoup au cas suramorti, où là, on est à l'amortissement critique. Et encore une fois, si on déplace notre oscillateur de sa position d'équilibre, il va retourner directement à sa position d'équilibre sans osciller, un peu comme quelque chose dans la mélasse. Et puis, le troisième cas, qui est probablement le cas le plus intéressant, c'est celui où zeta est plus petit que 1. Donc, lorsque l'amortissement est plus petit que la valeur critique, ça va faire en sorte que zeta plus petit que 1 va faire en sorte que ce qu'il y a dans la racine carrée va être négatif. Donc, racine carrée de quelque chose de négatif, ça veut dire quelque chose d'imaginaire. Ça veut dire que nos valeurs propres vont avoir une partie réelle plus une partie imaginaire. Donc, nos valeurs propres vont être complexes et conjuguées. Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs propres complexes et conjuguées? Mais ça veut dire que les deux, elles ont la même partie réelle, mais elles ont la partie imaginaire plus ou moins pour S1 et S2. Voilà. Donc, lorsqu'on prend ça puis on vient le substituer dans notre solution du déplacement, on a notre C1 exponentielle, C2 exponentielle. On peut briser en fait la partie réelle de la partie imaginaire comme suit, parce que la partie réelle, elle est la même pour nos deux fréquences, nos deux valeurs propres. Donc, on va avoir E à la alpha fois C1 E à la I bêta, puis C2 E à la moins I bêta. Où alpha, ben, c'est notre facteur d'amortissement négatif fois la fréquence d'oscillation sans amortissement. Et bêta, ben, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on va appeler oméga D, ça va être la fréquence de vibration amortie. Donc la pulsation, dans le fond. Si on vient représenter ça graphiquement, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que notre solution, elle a deux parties. Elle a une partie en sinus oméga D plus phi, donc qui est la partie oscillante. C'est-à-dire que si, dans ce cas-ci, on donne une impulsion, on va avoir quelque chose qui oscille à la fréquence oméga D avec un certain déphasage qui dépend de nos conditions initiales. Et puis, on va avoir une enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qui vient envelopper l'amplitude de vibration. Et puis, l'enveloppe, elle va être donnée par cette partie-là ici. Donc, A exponentielle de moins zeta oméga nt, tel quel. Donc, ça fait le tour un peu de notre système oscillateur, mais on en arrive, dans le fond, à devoir venir matcher la théorie avec la réalité. C'est-à-dire que si on vient étudier la vibration d'un système dynamique, il faut venir évaluer sa masse, sa rigidité, son amortissement. Évaluer sa masse, c'est assez facile. Hein? On prend un système, on le met sur une balance, on le pèse, on est capable d'évaluer sa masse. Sa rigidité, ben dans le fond, on applique une force connue dessus, on va mesurer son déplacement, force divisée par déplacement, ça nous donne la rigidité. Par contre, pour mesurer l'amortissement, ben, on n'a pas d'amortissomètre ou de système qui mesure directement l'amortissement. Il faut réfléchir un peu plus. Donc, typiquement, ce qu'on va faire pour mesurer l'amortissement expérimentalement, c'est qu'on va donner une impulsion à une structure, puis on va regarder ses vibrations libres amorties. On va regarder combien de temps ça prend pour les vibrations pour s'amenuiser. Typiquement, là, on va faire ça lorsqu'on considère des cas où l'amortissement, notre facteur zeta est plus petit que 1, donc on est dans des vibrations sous-critiques. On a de l'amortissement sous-critique. Donc, si on considère notre cas ici, où on a donné une impulsion, on va avoir une amplitude qui fluctue et puis qui passe par certains sommets. Et ce qu'on peut venir faire, en fait, c'est venir mesurer le temps que ça prend à notre système
pour faire un cycle, donc pour passer à 2 sommets. Et ça, on va appeler ça la période de vibration. Donc, la période amortie, donc TD, qui est égal à 2π fois la fréquence amortie oméga D. Et puis, si en plus de cette mesure-là, on vient mesurer l'amplitude de vibration à ces 2 sommets-là, donc on a l'amplitude à un premier temps, U1 ici, et puis l'amplitude à un deuxième temps, U2 ici. En faisant le rapport de ça, on peut venir y substituer notre solution qu'on avait précédemment comme étant la solution à UT, puis la solution à UT plus une période. Donc, ça nous donne le rapport d'amplitude à 2 périodes, une après l'autre. Et si on prend le logarithme de ce rapport-là, ce qu'on va trouver, en fait, c'est ce qu'on va appeler le décrément logarithmique delta. Et puis, en venant y substituer notre solution qu'on vient de voir, qui diffère par une période, ce qu'on voit, en fait, c'est que notre décrément logarithmique est lié à notre fréquence naturelle et puis notre facteur d'amortissement zeta. Donc, sachant que notre fréquence vibratoire amortie est liée à notre fréquence naturelle et zeta, notre décrément logarithmique est directement lié à notre facteur zeta. Et donc, si on vient mesurer delta, notre décrément logarithmique, on le met dans l'équation ici, puis on trouve notre facteur d'amortissement ici. Donc, on peut faire ça en mesurant juste l'amplitude à 2 cycles, puis la période de vibration. Mais typiquement, pour mesurer ce facteur-là avec précision, pour minimiser les erreurs de mesure, au lieu de le prendre avec juste un cycle, typiquement, on va laisser passer plusieurs cycles de vibration. Donc, on va mesurer l'amplitude à un temps t, et puis on va mesurer l'amplitude à un temps t plus 5, 10, 15, 20, 50 cycles plus tard. Et donc, on va avoir un temps t plus n périodes. Et donc, en venant juste ajuster nos paramètres ici, on est capable de venir faire la même mesure, mais avec une erreur de mesure réduite. Donc, ça, c'est la solution de notre système masse-ressort-amortisseur libre d'osciller. Une fois qu'on a fait ça, là, après ça, on peut considérer la sollicitation harmonique, donc le forçage de ce système-là. Donc, on va venir rajouter une force externe F0 qui fluctue à une fréquence oméga ici. Et donc, encore une fois, comme précédemment, la solution de cette équation différentielle-là, ça va être la combinaison de l'équation de la solution générale qu'on vient d'obtenir précédemment, et puis la solution particulière qui, elle, va être la solution qu'on obtient en considérant juste la force externe. Maintenant, comme on étudie un système amorti, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la solution générale, on a vu que c'était quelque chose qui décroissait dans le temps. Et donc, si on fait juste attendre à un temps assez grand, notre solution générale, elle va tendre vers 0. Et donc, il va nous rester plus que la solution amortie. Et donc, à un grand T, notre solution du déplacement dans un cas de vibration forcée, ça va être purement notre solution particulière, qui, elle, va avoir la forme d'un sinus oméga t plus phi, où phi, c'est notre déphasage. Donc, le déphasage entre le sinus du temps de la force, puis le sinus du temps de la réponse. Donc, si on prend cette solution-là, puis on la substitue dans notre équation différentielle, on peut venir résoudre pour trouver l'amplitude A et puis le déphasage phi en fonction de F0. Et donc, avant de représenter graphiquement ce que ça veut dire A en fonction de F0 et puis de phi, mais ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir normaliser notre amplitude A à partir de notre valeur de F0. C'est-à-dire que si F0 était une force statique, donc si on n'avait pas le sin oméga t ici, si on prenait juste le cas statique, on n'a pas de U point, pas de U point point, pas de sin oméga t ici, on aurait F0 est égal à KU, donc U serait égal à F0 sur K. Et donc, ce serait U, la réponse statique à une force F0
divisé par K, ben ça nous donne la réponse statique du système à une force d'amplitude F0. Et donc, on va venir normaliser notre amplitude A par U0, puis on va appeler ça gamma. Donc, ça va nous permettre de venir visualiser, en fait, l'effet dynamique de la réponse aux oscillations. On va normaliser notre fréquence de forçage par la fréquence naturelle non visqueuse, non amortie de notre système. Et puis, on va considérer différents facteurs d'amortissement zeta. Donc, lorsqu'on représente ça graphiquement, on obtient le graphique suivant. Donc, considérons tout d'abord le cas zeta égale 0, donc on n'a pas d'amortissement. La réponse qu'on va obtenir, donc ici, on a notre gros gamma, donc la réponse en amplitude en fonction de la fréquence de forçage. Donc, la fréquence de forçage, oméga sur la fréquence naturelle, qui est plus petit que 1, ça veut dire qu'on force à basse fréquence. Ben là, on va avoir une réponse en amplitude qui est égale à 1. Donc, c'est comme si c'était un cas statique, en fait. Et puis, à mesure qu'on vient augmenter la fréquence d'excitation, on voit que l'amplitude augmente. Et lorsqu'on arrive à une fréquence de forçage égale à la fréquence naturelle, pouf, ça explose. On a la résonance. L'amplitude va jusqu'à l'infini. Après ça, dès qu'on dépasse la fréquence d'excitation qui est égale à 1, ça se met à diminuer très rapidement par la suite. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe lorsqu'on vient augmenter notre facteur d'amortissement. Donc, plus on augmente le facteur d'amortissement et plus notre amplitude de résonance va diminuer rapidement. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que dès lors qu'on dépasse 0.707, ben on n'a plus de résonance du tout, en fait. Et lorsqu'on est suramorti, ben effectivement, même lorsqu'on vient exciter à la fréquence qui correspond à la fréquence non amortie, ben on n'a pas de résonance du tout. Donc ça, c'est la réponse en amplitude. Puis on peut s'intéresser aussi au déphasage. Donc, encore une fois, si on considère zeta qui est égal à 0, on a un déphasage qui est nul. Ça veut dire que la réponse en amplitude, elle est directement en phase, elle est en même temps que la force est appliquée. Et puis, dès qu'on va dépasser la fréquence naturelle du système, ben notre déphasage tombe à moins 180 degrés. Donc, pour une fréquence d'excitation plus grande que la fréquence naturelle de notre système non amorti, la réponse va être en retard de 180 degrés. Et puis, après ça, ben, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a un tout petit peu d'amortissement, dès qu'on a un petit peu d'amortissement, bon, on va avoir un peu de déphasage. Et puis, ce déphasage-là va augmenter en valeur absolue à mesure qu'on va se rapprocher de la fréquence d'excitation, la fréquence naturelle non amortie de notre système. Et puis, on a un point d'inflexion, là, justement, là, à oméga qui est égal à oméga n ici. Et donc, plus on a de l'amortissement, plus on est déphasé. Donc, dans le fond, plus notre système est amorti, plus il est en retard dans sa réponse par rapport à la force excitatrice. Et donc, ceci fait le tour de notre récapitulation des principes de base de vibration. Donc maintenant, allons-y, plongeons dans les éléments finis en dynamique.